Salut à tous et bienvenue dans cette 7e vidéo sur les différents programmes politiques des candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le programme d'Emmanuel Macron et plus précisément sur l'aspect énergie et climat de son programme. La grille de lecture de ces vidéos, elle est très simple. On se base sur le constat scientifique qui présente la crise climatique comme étant un des enjeux majeurs de notre époque et qui incrimine directement les énergies fossiles comme étant la cause principale. Est-ce que le programme du président est à la hauteur des enjeux de diminution des émissions de gaz à effet de serre? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Je précise également que je ne me concentre que sur les programmes politiques des candidats qui ont été publiés sur leur site officiel. Toutes les déclarations qui sont à côté, je n'en tiens pas compte. C'est quelque chose que j'applique à tous les candidats et c'est une faiblesse dont j'ai bien conscience, puisque les candidats peuvent étayer, détailler en dehors de leur programme politique les mesures qu'ils ont envie de mettre en place. Mais je considère qu'en 2022, on est capable quand même de pouvoir alimenter régulièrement le programme politique sur son site internet. C'est un fichier PDF que vous avez à mettre à jour. C'est pas non plus la fin du monde de le mettre à jour de temps en temps. Donc c'est mon parti pris et j'en assume les faiblesses. Petite déception de ma part tout de même que je dois vous partager. J'avais envie de comparer le programme d'Emmanuel Macron de 2017 avec ce qu'il avait réalisé durant ce quinquennat. Sur la question climat et énergie, ça a été très vite répondu, puisque ces deux notions-là ne sont pas présentes dans son programme de 2017. Comme ça, au moins, on ne peut pas se tromper. Donc, immense déception pour moi, parce que je ne peux pas, du coup, critiquer sur ce qu'il a fait durant son quinquennat vis-à-vis de son programme. Nous voici sur le site d'Emmanuel Macron, en-marche.fr. Alors, vous vous retrouvez avec un PDF de 13 pages pour l'intégralité du programme d'Emmanuel Macron. La partie qui moi m'intéresse particulièrement, évidemment, c'est planifier la transition écologique, qui va reprendre l'intégralité des mesures et on va décomposer un petit peu tout ça. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur tous les détails qui sont présentés en plus, parce que ce n'est pas forcément toujours pertinent, mais je vais pouvoir au moins vous lire toute la partie qui concerne l'énergie, parce qu'il y a tellement peu que c'est faisable. Si l'on regarde ce qui s'est passé depuis 2017, jamais autant n'a été fait pour l'environnement. Arrêt des grands projets obsolètes comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou le centre commercial géant Europa City, fin des centrales au charbon. Ah bon? Il y en a encore 2 qui sont en fonctionnement à l'heure actuelle où on parle, et on va en avoir plus que jamais besoin pour passer l'hiver prochain avec malheureusement le conflit russe-Ukraine. Et donc non, les centrales au charbon fonctionnent toujours en France. Donc fin des centrales au charbon, non. Et fin des permis d'exploration des hydrocarbures. Développement de la rénovation énergétique avec 650 000 primes, MaPrimeRénov'. Rien qu'en 2021, c'est vrai que ça s'est accéléré. Plus de 1 million de primes à la conversion et bonus écologiques pour verdir le parc automobile. Ça, c'est un argument en greenwashing. La voiture électrique est tout sauf superbe et écologique. Il est vrai qu'en France, étant donné que l'électricité est déjà bas carbone, cet aspect-là de la voiture électrique est plutôt vertueux en France. Mais si vous avez votre voiture électrique dans un pays où l'électricité est fabriquée à partir de charbon, il est bien possible que le bilan carbone de votre véhicule soit pire une fois qu'il est électrique que s'il était simplement à essence. Les voitures électriques ont besoin de plus de métaux que des voitures thermiques, notamment à cause de la batterie. En plus, il faut compter l'installation de toutes les bornes de recharge des véhicules électriques à disposer sur tout le territoire. C'est pas du tout neutre en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc attention à ces discours trop positifs sur la voiture électrique comme véhicule parfait et ultra vertueux. C'est pas vrai, ça a des avantages, très clairement, mais c'est pas le véhicule parfait et splendide qui est souvent vendu. Je reprends. Doublement de la surface cultivée en bio, fin du plastique à usage unique, accélération des énergies renouvelables, convention citoyenne pour le climat qui a débouché sur des solutions concrètes. Alors, la convention citoyenne, il y a 2 visages. Il y a le premier visage qui est extrêmement positif, qui est le fait que on prend 150 personnes au pif dans la population, on les expose à la connaissance scientifique, à la réalité de ce qui est en train de se produire au niveau du climat, etc. Et les gens comprennent les enjeux et proposent des changements radicaux pour la société. Parce que vraiment, ce qu'ils ont proposé, c'était des choses extrêmement ambitieuses pour changer la société et son fonctionnement. Tellement ambitieux que le gouvernement
finalement, a quasiment éjecté tout ce qui était proposé de la Convention citoyenne et a gardé 2-3 petits morceaux qu'il a dilués dans des lois histoire de faire plaisir. Donc du coup, les solutions concrètes, oui. Mais si l'on regarde vers le futur, les choses ne vont pas assez loin. L'ampleur des changements est telle qu'il faut, pour aller plus vite, un grand mouvement pour la planète dans toute la société. Pour assurer notre souveraineté énergétique, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, la souveraineté énergétique, en France, ça n'existe pas. Peu importe ce que vous prenez comme énergie, on est dépendant de tout et de tout le monde. Si vous prenez le nucléaire, on est dépendant des métaux qui constituent les centrales nucléaires et on est dépendant bien évidemment de l'uranium qui est le combustible des centrales nucléaires. Donc ça, on est dépendant. Si vous prenez les énergies fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon dont on a besoin en France, on est également dépendant. On n'a aucune de ces 3 ressources exploitées sur le territoire français. Si vous prenez les énergies renouvelables, panneaux solaires, éoliennes, encore une fois, tous les métaux qui composent ces installations ne sont pas extraits de mines françaises, ni les industries qui permettent de les fabriquer. Donc tout est importé. Alors j'en profite également pour vous montrer ce schéma qui est la consommation finale d'énergie en France en 2020, c'est-à-dire quel type d'énergie on a eu besoin absolument en France pour que la France fonctionne. Vous voyez que, en fait, 42% des besoins énergétiques qu'on a absolument besoin sont sous forme de pétrole. Ensuite, 25% c'est sous forme d'électricité. À l'intérieur de cette électricité, on peut décomposer les manières de produire notre électricité en France, et c'est là où on retrouve les 70% de nucléaire, l'hydroélectricité, l'éolien, le gaz, le solaire, et puis d'autres trucs anecdotiques. Ensuite, le troisième besoin énergétique en France, c'est du gaz. Puis, on a de la chaleur, on a du bois et on a un petit peu de charbon. C'est ça le visage de l'énergie en France aujourd'hui. C'est majoritairement des énergies fossiles. Donc l'objectif, c'est de se débarrasser de ce pétrole et de ce gaz dans nos mix énergétiques, en essayant de le remplacer le plus possible par des modes de production un peu plus vertueux, ou en tout cas décarbonés. Et c'est bien là tout le problème de la transition énergétique, c'est que c'est galère à remplacer. Donc c'est ce genre de schéma-là qui vous montre aussi à quel point on est dépendant de pays qui veulent bien nous vendre leur pétrole et leur gaz. Je reviens à Emmanuel Macron, donc il nous disait que pour assurer notre souveraineté énergétique, vous avez compris que ça va être compliqué, et lutter contre la pollution, il nous faut réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Il nous faut continuer à agir contre l'effondrement de la biodiversité. Scientifiques, entreprises, États, collectivités, citoyens, nous avons tous notre rôle à jouer pour concilier environnement, progrès, justice et sobriété. C'est pourquoi il faut mettre en place une véritable planification écologique autour d'un agenda de solutions. Alors ici, c'est quand même plutôt positif, il fait appel à pas mal de notions qui sont mises en avant par la communauté scientifique, notamment le fait de faire de la sobriété, réduire nos besoins en énergie. C'est la première mesure mise en avant par les scientifiques, c'est réduire les besoins en énergie. Alors, la planification assumée. Poursuivre la construction de 6 premières centrales nucléaires nouvelle génération, la multiplication par 10 de notre puissance solaire et l'implantation de 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050. Et bâtir une filière française de production des énergies renouvelables. N'en attendez pas plus, vous aurez là toutes les informations. Ce n'est pas dit, mais j'imagine que s'il projette de construire de nouvelles centrales nucléaires, c'est qu'il maintient celles qui sont déjà actives. Donc 6 premières centrales nucléaires nouvelle génération, ça ne nous donne pas la puissance, combien est-ce qu'il y a de réacteurs par centrale, tout ça, bon voilà, c'est flou. À quel point on est capable de construire des centrales nucléaires aujourd'hui en France. Il faut quand même se rappeler que sur les 30 dernières années, il n'y a qu'un seul chantier en France qui a été réalisé, qui est le chantier de la centrale de Flamanville, qui n'est toujours pas terminé, qui est considéré comme un fiasco industriel français. Est-ce que c'est pas un projet trop ambitieux ? Voilà, tranquille quoi. Multiplier par 10 la puissance solaire, c'est bien beau, mais c'est pareil, il faut aussi être capable de suivre la cadence de l'installation et de la production. Sachant que c'est pas nous qui produisons les panneaux solaires, donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de les acheter ailleurs, que eux-mêmes veulent bien nous les vendre. Donc là-dessus, c'est pas tout à fait la France qui décide de tout. C'est la même chose pour les parcs éoliens, on est sur les mêmes types de problématiques, c'est pas nous qui les fabriquons, donc c'est des commandes, des contrats avec d'autres pays qui veulent bien nous les vendre, etc. Alors je vous emmène ici dans le rapport qu'RTE a publié sur le futur énergétique à l'horizon de 2050. Ils ont fait différents scénarios, ils en ont fait 6.
3 scénarios en sortant du nucléaire et 3 scénarios en comptant sur le nucléaire. Je rappelle que RTE, c'est le réseau de transport d'électricité en France et que ce sont tout de même un des acteurs les plus à même de mesurer à quel point c'est facile de transformer le réseau électrique français. Alors, le programme d'Emmanuel Macron, il a l'air d'être entre deux eaux au niveau de ce que propose RTE, avec une volonté de prendre le nucléaire du programme N3 et de prendre le renouvelable du programme N1. Ça a l'air d'être à peu près ça. Il voulait multiplier par 10 la capacité du solaire, qui est ici en orange. Vous voyez que dans le programme N3, c'est pas à la hauteur, mais N1, il répond plutôt bien. Il voulait également appuyer très fortement sur l'éolien. Vous voyez que le programme N1 a plus d'ambition que le programme N3. Par contre, en ce qui concerne le nucléaire, c'est le programme N3 qui répond le plus. Le programme N3 nous dit bien que ça implique d'exploiter le plus longtemps possible le parc nucléaire existant et de développer de manière volontariste et de diversifier le nouveau nucléaire, donc les nouveaux EPR et les petits réacteurs modulaires. Ça, c'est plus représentatif de la vision d'Emmanuel Macron. Il est à cheval sur N3, N1. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer les limites de ces programmes qui sont présentés par RTE. Ici, vous avez un nouveau graphique qui liste tout simplement les prérequis technologiques et industriels associés aux différents scénarios et les incertitudes qui y sont liées. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment capable de faire ce qui est présenté dans les scénarios? Vous avez ici la légende. Et donc, plus le carré est de couleur foncée et plus les incertitudes sont lourdes, donc c'est que ça craint, et plus la case est claire, et mieux c'est. N1, N2 et N3 sont les 3 colonnes les plus à droite, et vous voyez que en faisant un espèce de compromis entre N1 et N3, Emmanuel Macron, forcément, vu qu'il veut faire de tout, eh ben, il prend tous les points négatifs de tous les scénarios, puisque la partie du haut, c'est les défis liés au développement des énergies renouvelables. Donc, comme il veut faire beaucoup de solaire et beaucoup d'éolien, il prend tous les points faibles du scénario N1. Et comme il veut également lier tous les paris à la filière nucléaire, il prend également tous les points négatifs de la filière N3. Notamment sur le nucléaire, les difficultés sont les suivantes. C'est de prolonger certains réacteurs actuels jusqu'à 60 ans. Ça va dépendre de l'état, notamment des cuves des réacteurs, en fonction de leur état de délabrement. Donc ça, c'est l'autorité de sûreté du nucléaire, l'ASN, qui va pouvoir dire si c'est OK ou pas de prolonger les réacteurs lorsqu'il y aura des inspections. Autre défi, c'est de prolonger certains réacteurs existants au-delà de 60 ans. Autre défi de taille, c'est mettre en service un grand nombre de réacteurs entre 2035 et 2050. C'est lié au savoir-faire français, ça fait 40 ans qu'on n'a pas fait de chantier. Donc est-ce qu'on sait encore faire? Est-ce qu'on a la main-d'œuvre? Est-ce qu'on a les qualifications? C'est pas gagné. Et ensuite, il y a la dernière incertitude qui est celle liée à l'installation des petits réacteurs nucléaires, donc les SMR. Alors, c'est pas précisé dans son programme politique à proprement parler, mais je sais qu'il compte sur cette technologie. Bon, ça transgresse un petit peu mes règles, mais on va dire que c'est l'exception présidentielle. Voilà. Alors, on peut revenir aussi sur les faiblesses du scénario N1, qui concerne les parties des énergies renouvelables, comme être capable de déployer rapidement des énergies renouvelables sur Terre, les éoliennes et les panneaux solaires. On sait qu'il peut y avoir des oppositions de la part de la population. Les parcs éoliens, c'est très bien, mais loin de chez moi, quoi. Voilà, c'est un petit peu l'idée. C'est la même chose en mer, d'ailleurs, c'est toujours pareil. Développer et raccorder les nouvelles énergies marines, c'est compliqué. Cela dit, un point qui peut être un petit peu diminué de par la mixité des programmes qu'il compte faire, c'est sur la compensation de la variabilité des énergies renouvelables par des moyens de flexibilité adaptés. Étant donné qu'il compte avoir une grosse part de nucléaire dans son mix, eh bien, c'est le nucléaire qui va servir de tampon en quelque sorte quand les énergies renouvelables seront peu fonctionnelles. Quand il n'y a pas de vent, pas de soleil, on pourra compter sur un nucléaire qui sera lourdement présent dans le mix énergétique. Donc ce point-là, il est un petit peu amélioré. Finalement, il ressemble peut-être un petit peu plus en termes d'incertitude à ce qu'il y a en N2 ou N3. C'est l'avantage de la mixité dans son idée. Voilà un petit peu pour toutes les contraintes qui peuvent être rencontrées pour le développement de son programme énergétique, sachant que on n'a pas non plus beaucoup de données dans ce qui est présenté. Continuer à investir pour devenir leader de l'hydrogène vert, produire des millions de véhicules électriques et hybrides, et le premier avion bas carbone. Là, pour le coup, c'est clairement un appel à l'innovation et à la technologie de demain. L'hydrogène vert, c'est quelque chose qui est encore extrêmement balbutiant. On va utiliser de l'électricité bas carbone, donc sous-entendu produite par éolien, solaire, nucléaire.
Cette électricité, on va l'utiliser pour produire de l'hydrogène qui sera du coup vert, et après avec cet hydrogène-là, on alimente ce qu'on veut. Les premiers retours sur l'hydrogène vert, pour l'instant, c'est que c'est pas très rentable. C'est-à-dire qu'il faut utiliser beaucoup d'électricité pour avoir peu d'hydrogène à la fin. Ce qu'on se rend compte pour l'instant aujourd'hui, c'est que il est plus rentable de mettre directement l'électricité dans la voiture, et donc d'avoir des voitures électriques, plutôt que d'avoir électricité en hydrogène, hydrogène dans la voiture, où en fait, en termes de quantité d'énergie que tu auras dépensé, tu es largement au-delà de simplement la voiture électrique. C'est des pistes de développement, peut-être qu'un jour ce sera rentable, pour l'instant c'est pas le cas. Voilà, alors le premier avion bas carbone, pourquoi pas, hein, ça va arriver, il existera, il n'y a aucun doute là-dessus. Le problème c'est que la flotte d'avions aujourd'hui en circulation, ça doit être 20 000 avions. Entre fabriquer un avion bas carbone, pouvoir l'alimenter avec une énergie bas carbone, c'est facile à faire en quelque sorte. Mais transférer tout ce qu'on sait faire pour un avion et le déployer pour 20 000 avions à travers le monde entier, ça c'est une autre paire de manches. Attention aussi à ça et à ces appels qui font un petit peu rêver. Et puis un dernier petit point sur le logement. Il propose 700 000 logements par an rénovés avec des solutions proposées à tous les Français, dont certaines de ces solutions sont sans aucune avance de frais. À voir dans le détail qu'est-ce que ça veut dire. J'imagine que c'est sous certaines limites de revenus. Bref, on n'a pas de détails là-dessus, donc on ne sait pas. Et voilà, c'est tout ce que l'on aura sur le programme du président de la République sur cette thématique. On ne peut pas cacher la faiblesse de son programme derrière le fait que c'est un petit candidat avec un petit parti qui a peu de moyens, et donc voilà, ils font des choix. Là ici, voilà, c'est le président sortant, il y a moyen de faire un programme hyper complet, hyper détaillé sur les mesures qu'il a envie de mettre en place pour les 5 prochaines années. C'est pas fait, c'est dommage. Quasiment rien sur la mobilité, le transport. Rien sur la marche, le vélo, le train ou l'aviation, à part l'avion carbone. Rien sur le chauffage. Est-ce qu'on change les chaudières à fioul à gaz par des moyens de se chauffer bas carbone? C'est pas précisé, on veut juste les rénover. Alors j'imagine que implicitement il y a des trucs évidemment, mais c'est pas précisé dans le programme. Le système énergétique, alors là-dessus il y a un peu plus d'informations. On sait qu'il y a du nucléaire qui va débarquer, on sait qu'on veut massivement mettre du solaire, massivement mettre de l'éolien. Alors c'est le seul candidat à l'heure actuelle qui n'oppose pas les énergies renouvelables bas carbone et le nucléaire bas carbone. Maintenant, il faut bien avouer qu'il prend également le revers de cette stratégie, c'est-à-dire qu'il va cumuler tous les défauts de toutes ces technologies. Donc ça veut dire qu'il va falloir une politique très carrée, très assurée et soutenir toutes les filières à fond. Sinon, ça ne se passera pas bien. Et sur son dernier quinquennat, il nous a montré qu'il avait tout de même la girouette aiguë. Il a commencé son quinquennat en fermant la centrale nucléaire de Fessenheim pour, en fin de quinquennat, dire à la filière du nucléaire qu'elle est géniale, qu'elle est fantastique, qui veut plus de PR, qui veut des petits réacteurs, et cela en moins de 5 ans. Donc, est-ce que c'est le bon candidat pour avoir une politique carrée, droite et se tenir? Et ça, je vous le laisse à votre appréciation, à chacun d'entre vous. En tout cas, moi j'ai terminé avec Emmanuel Macron. Je vous dis à demain pour le prochain candidat qui sera Jean-Luc Mélenchon. Ciao!